bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Art et Lettres Haïti Télévision Madame Saïda Ouchaou Ozarovski. En passionnée du documentaire et de la réalisation, Saïda débute avec Pluriel, un film qui traite des enjeux de l'immigration à travers l'expérience de femmes francophones originaires des pays du Sud, qui a été diffusé justement à Radio-Canada. Puis, elle co-réalise le documentaire Une langue aux mille visages, le français au Canada, TV5. Sa série web documentaire La vie en rose a été sélectionnée par le Fonds TV5. Son exploration de la richesse culturelle et de l'évolution de la société canadienne se retrouve dans Demain, nous parlerons tous chinois. Son dernier documentaire à plein voix, produit par l'ONF, déboulonne les préjugés communs sur les femmes de culture musulmane au Canada. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Madame Saïda. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie, très beau documentaire à pleine voix. Un titre qui donne la voix justement à des femmes musulmanes canadiennes de différentes origines, qui ont différentes trajectoires. Mais dans un premier temps, comment est née justement l'idée de faire ce documentaire ? Écoutez, je travaille dans les médias depuis un peu plus de 15 ans là. Je suis moi-même originaire de France, j'ai grandi en France, je suis née là. Et quand j'ai émigré au Canada, j'ai vécu le 11 septembre au Canada. Après je suis repartie quelques mois en fait en France et je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de supporter la manière dont on avait de nombreux amalgames. Donc cette idée, elle m'est venue, on va dire, quelque part, elle a germé avec l'impact du 11 septembre. On l'oublie, hein, pour beaucoup de jeunes, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont vécu de la même manière, évidemment, ça s'éloigne. Mais cet impact, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on ne se détache pas finalement de cette image très négative qui colle à cette religion. Maintenant, je suis, comme je vous le disais, dans les médias depuis longtemps, donc je vois aussi la manière dont on traite les choses et je me rends compte qu'il y a peut-être un manque aussi de connaissances. On fonctionne très vite dans l'actualité au quotidien et c'est facile d'aller dans les stéréotypes très rapidement. Et finalement, bon, vous êtes au Québec, donc plus que jamais, vous savez la portée des débats autour des accommodements raisonnables, mais aussi récemment avec la loi 21. Oui. Le débat revient régulièrement sur la scène politique et sur la société, y compris au Canada, sur finalement la place, j'ai envie de dire la place de l'islam finalement dans nos vies au quotidien. Très bien. Donc, là, vous le dites, il y a comme une méconnaissance, la façon de traiter aussi certaines informations au niveau des médias, et ça génère des préjugés. Donc, il y a des témoignages, comme on peut le voir dans ce documentaire, des questionnements auprès de 6 femmes canadiennes musulmanes. Comment s'est opéré le choix de ces femmes, Madame Saïda ? Alors en fait, j'en ai sélectionné 6, mais j'en avais beaucoup plus que ça. C'est parce qu'il fallait faire un choix aussi en termes de nombre dans un film d'1 heure. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai commencé la recherche avec l'ONF, ça s'est passé en plusieurs étapes. La première étape est une étude de faisabilité, donc on m'a vraiment laissé le temps de faire de la recherche sur le sujet, de voir. J'ai rencontré beaucoup de femmes à travers le pays, à travers aussi des forums en ligne, grâce à des contacts. Et puis, comme vous savez, dans le film, il y a quelques personnes qui ont aussi contribué à faire elles-mêmes, à agir en écrivant, par exemple. Donc, je me suis retrouvée à un moment donné à devoir sélectionner des voix qui, au fond, ramenaient l'essentiel de ce que j'avais entendu. Et quand je vous dis ça, c'est vraiment une majorité, une grande majorité des femmes, qu'elles soient voilées ou non, d'ailleurs, je parle au Canada, me rappelaient, me mentionnaient cette idée, ce problème en fait de l'image qui est représentée constamment dans les médias. Les médias plus larges, on ne parle pas simplement évidemment de l'information, mais il y a aussi, quand vous regardez une émission, quand vous regardez un film, bref, il y a cette idée que l'image reste très stéréotypée. Exactement. Puis il y a comme plusieurs messages qui se superposent. On va dire à chaque trajectoire, on va dire sa propre portée, son propre message peut-être et son expérience à produire. Mais il y a surtout ce volet fascinant qui est le rapport à la liberté.
ce rapport à la liberté qui est différent dépendamment de chaque femme. Évidemment, il y a des sujets qu'on ne traite pas beaucoup, hein, la sexualité, surtout quand elle vient, la sexualité et le choix en fait de partenaires. Quand on touche à des femmes, quand on parle des femmes musulmanes, comme si ça n'existait pas ou que c'était quelque chose qu'il fallait pas aborder. Or, moi, par exemple, il y en a une sur les 6 qui ouvertement s'identifie comme lesbienne et qui s'identifie aussi comme musulmane. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. On vit au Canada. On vit dans un pays où la liberté d'expression, la liberté aussi religieuse, liberté liée à son orientation sexuelle, etc., elle est bien présente. Et donc, ce serait comme si on disait que parce qu'on est une femme musulmane, on n'a pas droit à ça, on n'aspire pas aux mêmes valeurs. Donc ça, c'est un exemple. Mais je pense que même la notion de liberté, tout court, je crois que toute religion, de toute façon, évolue avec son époque, évolue avec le lieu où elle est pratiquée. Et il n'y a aucune raison pour que l'islam, troisième, enfin, je veux dire, une des 3 religions monothéistes dans le monde, n'ait pas évolué ou n'évolue pas en fonction de là où elle est pratiquée. Et pour moi, c'est pas une question de modernité, c'est une question de, il n'y a pas d'appartenance. On ne peut pas limiter l'appartenance d'une religion à un territoire. Le Moyen-Orient ou des pays musulmans n'ont pas la même approche, évidemment. Oui, ce volet géographique, j'allais vous parler parce qu'on ne peut pas le limiter. Non seulement on ne peut pas le limiter, mais il y a aussi le choix des personnes de choisir leur religion dépendamment de là où ils se trouvent et de comment ils veulent la pratiquer aussi. Très bien, on va faire une pause publicitaire et on revient dans les prochaines minutes. Notre invitée d'aujourd'hui, de ce jeudi, mesdames et messieurs, Madame Saïda Ouchaou Ozarovski, qui est la réalisatrice de ce beau documentaire à pleine voix. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres. Notre invitée, Mme Saïda Ouchaou Ozarovski, réalisatrice du documentaire à pleine voix, qui regroupe des témoignages, des questionnements. Il y a des visions dans ce documentaire. Il y a même des messages, mais chacun l'interprétera à sa façon, n'est-ce pas? En quoi ces femmes canadiennes musulmanes, Mme Saïda, en quoi elles se rejoignent et en quoi elles divergent de votre point de vue et selon la vision que vous avez voulu justement transmettre dans ce documentaire? D'abord, elles se rejoignent par le fait qu'elles sont attachées à leur foi, elles sont attachées à cette religion, quoi qu'on en dise, quoi qu'on veuille en limiter, je dirais, la pratique ou l'interprétation, je dirais plutôt. Déjà, ça, c'est un élément important parce que qu'elles vivent au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, bon, il y en a une qui a décidé de partir à New York. Cette religion n'est pas vue comme un poids ou quelque chose qu'elles ont besoin de retirer d'elles ou de s'éloigner, enfin, tout simplement. Donc déjà, c'est un point commun important parce que quelle que soit la manière dont elles vivent leur vie, qu'elles décident d'être pratiquantes, je dirais presque à la lettre, mais là, c'est pas à moi de déterminer, mais je dirais qu'elles suivent des préceptes plus stricts ou qu'elles décident simplement d'être un peu plus, d'avoir plus une inspiration, une religiosité dans le cœur, enfin qu'importe. Elles restent tout de même, elles veulent s'identifier avec le fait qu'elles soient musulmanes dans un contexte qu'on connaît, c'est-à-dire que ça reste du personnel, une religion. C'est quelque chose où vous n'avez pas besoin d'en parler. Je crois qu'il y a une personne dans le film qui le dit très bien d'ailleurs. Mais en même temps, dans le contexte qu'on connaît actuellement, elles se sentent aussi le besoin de partager le fait que ce soit une religion importante pour elles et qu'elles puissent s'identifier comme ça pour justement, elles-mêmes font un travail finalement de casser ces préjugés-là dont on parle. La soumission de la femme, le fait qu'elle n'aurait pas le droit à la parole, qu'elle soit constamment limitée dans ses choix professionnels ou personnels, elle brise ça. Donc, il y avait ça. La différence, c'est qu'il y a des femmes qui vivent qui sont des femmes de scène, des femmes publiques, par
exemple, que ce soit Farin Ha, qui est une artiste multimédia qui travaille vraiment au niveau des notions d'islam, que ce soit la pratique, la question du voile ou non, mais qui le fait en revisitant ce qu'elle a elle-même aussi eu comme enseignement. Elle est née en Ontario d'ailleurs. Que vous voyez une femme comme Iman El Husseini qui monte sur scène, qui est une humoriste, donc qui est très publique et très engagée dans ce qu'elle dit. Mais vous avez aussi des femmes qui ont écrit des ouvrages, donc Asma Ibn Zahir ou Kenza Benis, ou des femmes comme Lubna Akabir ou encore Sonia Gaïa qui ont plutôt une approche, je dirais, dans la sphère privée maintenant, mais qui ne cessent pas finalement au quotidien d'amener leur vie, leur choix, d'en faire en tout cas pas un exemple, parce que ce serait un peu limité de dire ça, mais d'affirmer clairement leur liberté tout en ayant une religion qu'elles aiment et qu'elles ont envie de partager aussi. Justement, l'affirmation de ce choix de la religion, on le voit, parce qu'on peut mettre le voile et être une femme libérée, comme on peut ne pas le mettre et assumer ce choix, justement. Puis vous avez sillonné le Canada pour interviewer ces gens. Est-ce que vous avez remarqué que l'approche à la spiritualité la plus dominante chez ces femmes? Leur approche à la spiritualité? Oui, à la religion. Je pense que elle rappelle, et puis je veux me mettre dans l'eau aussi, hein, c'est vraiment à plusieurs reprises ce lien direct en fait entre Dieu, leur foi et elles-mêmes. Oui. Le fait que les intermédiaires ne sont pas nécessaires, aussi quelque chose que beaucoup de gens ont un peu de mal parfois à comprendre, c'est que l'islam n'est pas comme la chrétienté organisé de la même manière. Il y a pas l'imam n'est pas le prêtre auquel il faut se confesser, ou il y a pas d'obligation dans ce sens-là, hein, il y a pas de et ça, je pense qu'elles le font bien comprendre dans le documentaire justement. Et cette religiosité, cette spiritualité, en fait, elle est aussi ancrée dans leurs valeurs, dans la manière dont elles vivent au quotidien leur interaction personnelle avec les gens, avec elles-mêmes. Donc après, la pratique, par exemple, du ramadan ou pas, c'est pour ça que je vous disais ça, c'est qu'on est dans un contexte, je le répète souvent, mais on ne vit pas dans un pays musulman. Donc il y a forcément des réalités qui sont plus ancrées quand on est dans un pays musulman, dans la pratique, qui ne sont pas si évidentes que ça dans un pays qui n'est pas musulman. Et puis, en visualisant justement ce documentaire, il y a comme l'autre revers aussi de la médaille, ces Québécoises qui se convertissent à l'islam, carrément. Qu'est-ce que vous avez voulu véhiculer justement comme message à travers ce volet? J'ai pas vraiment abordé vraiment la question de la conversion de manière en profondeur. Je pense qu'on l'aborde parce qu'il y a des articles qui sont nommés, qui sont présentés à l'écran, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'islam, c'est la première, enfin, je pense pas que je me trompe en disant ça, mais c'est la première religion dans laquelle il y a des conversions dans le monde. Je veux dire, en nombre de conversions, si on regarde dans les pays occidentaux, l'islam continue à attirer du monde qui se cherche une spiritualité, et soyons honnêtes, le vide les gens qui sont athées ont tout à fait le droit d'être athées, ils ont tout à fait le droit d'avoir cette sphère-là, mais vous ne pouvez pas empêcher les gens de chercher une spiritualité à un moment donné, à la remplir. Et l'islam attire facilement, probablement aussi parce que c'est une religion qui a, comme je disais, des valeurs quand même universelles, des valeurs qu'on efface souvent, mais qui sont vraiment universelles, qui a aussi révolutionné le monde au moment où ça a été révélé et qui a apporté des droits aux femmes. Donc, si on veut chercher dans une religion, c'est une religion qui a une capacité de modernité, en fait, et de faire écho à des gens qui n'ont rien à voir ni avec la culture, ni avec cette religion-là. Donc, voilà, les conversions vont toujours exister. Il y a des gens qui commencent avec des formes très strictes. Moi, j'en ai rencontré, d'ailleurs, dans toutes mes recherches, des gens qui vont commencer avec une pratique très, très, très à la lettre et qui petit à petit vont trouver leur repère et vont parfois se détacher justement d'avoir une pratique très stricte. Excellent. Encore une pause, mesdames et messieurs, on revient chez Art et Lettres avec notre invitée, Madame Saïda Ouchaou-Ozarovski, réalisatrice du documentaire À pleine voix. Restez avec nous.
On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres. On est en train de parler de ce documentaire à plein voix réalisé par Madame Saïda Ouchaou-Zarovski. Un documentaire qui est fascinant par non seulement le nombre de témoignages, mais de trajectoires aussi concernant le cheminement de ces femmes musulmanes. Il faut dire qu'il y a une méconnaissance envers l'islam. On va le dire là, on va le confirmer. Peut-être parce que ce que véhiculent les médias, peut-être beaucoup de préjugés, peut-être aussi l'altérité, l'approche envers l'autre est toujours semée d'embûches, est toujours semée de cette peur-là qui a été véhiculée, comme vous venez de le dire, Madame Saïda, depuis le 11 septembre. C'est plus les choses donc ont déjà, on va dire, évolué vers autre chose, excusez-moi. Alors, justement, les préjugés se trouvent partout où l'on va. Mais il faut dire que le Québec reste une terre accueillante avec des balises, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce que vous attendez du Québec envers les minorités en général et envers les femmes musulmanes en particulier? Écoutez, vous me posez une grande question parce que moi, je ne vis pas au Québec, donc je ne vais pas prétendre demander au Québec quoi que ce soit. Ou du Canada, on va le généraliser aussi. Oui. Par contre, c'est ça que j'allais vous dire, c'est que je crois que ce qu'on peut demander tout simplement à un pays qui prône la diversité, qui prône aussi l'accueil des immigrants, c'est un pays qui se construit grâce à l'immigration. Si vous regardez l'immigration aujourd'hui, elle ne va pas venir en masse. Soyons clairs là, parce que la population d'origine caucasienne européenne est quand même moins importante que le reste du monde. Elle va venir de plus en plus de pays où les gens vont être, quand ils arrivent au Canada en tout cas, vont être plus facilement identifiables par la couleur de leur peau, par leur religion. Si on prend par exemple les Sikhs, on a beaucoup de personnes qui viennent du sud asiatique aussi. Donc, bref, c'est un pays qui doit apprendre à vivre avec cette diversité-là. Donc, qu'il y ait des résistances parce qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, ça veut dire qu'il y a un besoin d'éducation, il y a un besoin de sensibilisation, il y a un besoin de se connaître. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ce film. Et puis, il y a le volet racisme systémique. Hein. On ne peut pas passer outre ce volet-là du racisme systémique. Une autre question qui se pose, est-ce que vous pensez que c'est vraiment une barrière, que ce soit au Québec ou au Canada, qu'il faudrait franchir? Comment est-ce que vous entrevoyez la chose selon vous? Vous mettez le doigt sur quelque chose d'essentiel. Le racisme systémique, on ne peut pas le nier. Je dis, il y a encore des gens pour penser que ça n'existe pas. Je rappelle que le pays a été construit avec une forme coloniale. Donc, tout pays qui a été colonisateur, tout système qui s'est mis en place à partir d'un système de dominance coloniale, a dans son système des lois et des garde-fous et tout ce qu'il faut pour maintenir ça. Donc, d'abord, il faut se souvenir des peuples autochtones. Ils sont encore les victimes de ce système, de ce racisme systémique, puisque c'est quand même les premiers qui se sont fait envahir et coloniser. Ensuite, pour ce qui est des pays dont on vient, les gens viennent. Bon, évidemment, dans le film, il y a comme quelques femmes qui sont nées au Canada, même si leurs parents ont immigré. Mais on voit bien que la distinction, finalement, même de naissance, n'est pas suffisante. Parce que les gens qui sont nés dans un pays comme le Canada ont encore des barrières. Donc, c'est pas cette idée simplement d'être immigrant. Vous êtes rattaché systématiquement au fait que vous venez d'un pays qui serait moins éduqué ou moins important ou moins que ceux qui ont construit le système en place. Donc, que ce soit au travail, je veux dire, vous savez, moi, je m'appelle Saïda Ouchaou de naissance et je me suis mariée à un moment donné où j'ai eu Ozarovski. Je vois bien la différence quand vous avez un nom de famille qui est d'origine européenne versus un nom de famille qui est d'origine africaine. Il y a encore beaucoup de discrimination autour de ça et le nier serait ne pas nous faire avancer vers la richesse finalement, des talents qui sont ici et la capacité d'avoir un pays plus fort et qui rayonne à travers le monde. Puis la loi 21, les accommodements raisonnables, est-ce que vous pensez que c'est juste du vernis, si on gratte, on ne trouve rien dedans? Comment est-ce que vous entrevoyez cela comme possibilité d'issue, voire d'inclusion envers ces minorités, surtout les femmes d'origine, musulmanes d'origine canadienne, pardon?
évidemment, ça touche les femmes avec des foulards sur la tête, mais ça touche aussi Oui. les personnes qui sont sikhs, ça touche aussi d'autres religions. Bon, la question de la loi, elle est passée avec un système en place, c'est-à-dire il y a un gouvernement qui a été élu avec une population qui a décidé de soutenir. Donc, cette loi, elle correspond en tout cas à une certaine force dans la société j'ai pas envie de dire de rejet, mais je veux dire de vouloir avoir mis cette loi en place. L'évolution, elle peut arriver, hein, je veux dire, toutes les sociétés peuvent évoluer, le pouvoir peut changer. Ce qui est certain, c'est que le Québec, en passant cette loi, a vraiment créé une scission, je dirais, dans la manière dont déjà qu'on sait que c'est pas évident, parce qu'on parle beaucoup d'une société distincte au Québec, mais a vraiment créé une scission en termes d'acceptation pour le reste du pays. Moi, j'ai fait beaucoup d'entrevues pour ce film, mais j'ai aussi fait beaucoup de recherches, et j'entends bien cette incompréhension face à cette loi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'islamophobie à travers le pays, parce que des femmes voilées qui se font agresser, c'est de partout, hein. On va jusqu'en Colombie-Britannique et on en trouve. C'est régulier. Donc, la loi ne change rien à l'islamophobie. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que la loi permet une neutralité dans certains espaces, les espaces publics, les espaces mais il y a des endroits où il va encore d'avoir des femmes avec des voiles quand même. Donc, est-ce qu'on est en train d'aider les gens quand même à apprendre à se connaître et ne pas avoir plus d'arguments pour les islamophobes? Je pense qu'il y a encore du travail à faire, et je pense qu'on a conscience aussi, parce qu'on accepte quand même des gens de partout pour venir immigrer au Québec aussi. Exact. Madame Saïda, il reste une minute ou moins d'une minute. Quel est votre message aujourd'hui au gouvernement, à ces femmes musulmanes en général? Tout simplement d'être ce qu'elles veulent être, tout simplement vivre leur vie comme elles le sentent. Je crois que je ne suis pas une femme qui peut limiter l'expression de la liberté de chacune. C'est pas parce que vous êtes des femmes, c'est pas parce qu'on est des femmes, tout simplement, que l'on doit accepter tous les stéréotypes qui nous sont collés, qui nous sont toujours rattachés. Je crois que c'est une manière de le faire avec ce film, de dire avant tout, c'est un film qui s'adresse à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être musulmane pour vous sentir d'ailleurs touché par ces thématiques. C'était toutes les questions qu'on avait pour vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Madame Saïda Ouchaou-Ozarowski, réalisatrice du documentaire À pleine voix. Merci à vous, mesdames et messieurs, de votre continuelle fidélité. Kamal Benkiran avec vous. Prochain invité, jeudi à 15h30 chez Art et Lettres, à ICI Télévision. Portez-vous bien. Au revoir.